L'inoubliable rassemblement des Béninois pour réfléchir sur l'avenir réel de leur pays a été la présentation du rapport général de la conférence. Dans un style qui lui est propre, dans lequel on associe proverbes, dictons et le vécu quotidien, le professeur Albert Thévoux Idiret a retenu l'attention de milliers de personnes, depuis les 500 délégués, en passant par le chef de l'État, les responsables du PRPB et des institutions de l'État jusqu'aux ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin. Pendant 56 minutes d'horloge, le rapporteur général de la conférence a rappelé les moments inoubliables de cette rencontre bénino-béninoise et esquissé la physionomie de l'État de droit auquel aspirent profondément tous les Béninois. Tout observateur attentif auprès de vous ces derniers jours aura ressenti avec une intensité profonde qu'une nation, qu'un peuple, plongé dans la nuit, s'arc-boutait soudain autour d'un même radeau, d'une même chaîne, prenait appui sur sa dernière chance de survie et brisait ses liens, se libérait et sortait rayonnant, le visage en larmes et en sang, méconnaissable peut-être, mais définitivement vivant. Vous vous attendez donc à ce que je vous dise dans ce rapport les piqûres d'épines ressenties, mais surtout les fleurs ensemble amassées. La première belle gerbe, c'est la conférence nationale elle-même. Nul ne pouvait y croire. Chacun de nous ici a émis ou partagé ses doutes et ses craintes, et même sa certitude qu'il s'agissait d'un piège. Un de ces nombreux pièges que les pouvoirs en difficulté imaginent facilement pour reprendre leur souffle et poursuivre leur emprise sur des peuples asservis. Et pourtant, voici que soudain tout ce pays, dans sa réalité profonde, significative, se retrouve en état généraux de la nation. Voici que des hommes et des femmes qui ne se connaissaient peut-être pas, dont certains se haïssaient, dont les intérêts s'opposaient, dont les souffrances s'excluaient, se retrouvent pendant des jours et des nuits pour crier ensemble leur espérance. Qu'ils soient venus de Tukuntuna ou de Savalou, d'Avrankou ou de Komé, les participants à cette conférence ont tous pris la mesure de l'événement en création et de l'histoire qu'ils étaient appelés à façonner. Et vous êtes donc tous d'accord, je crois, pour que j'affirme en votre nom, à tous, que la première constatation de votre rapporteur général est que le président Mathieu Kérékou, en prenant l'initiative de ce rassemblement, a certainement obéi à des contraintes économiques et sociales, mais qu'il a de toute façon été l'artisan d'un événement majeur, la naissance d'une nouvelle république. Monsieur le Président de la République, sachez que la nation entière vous est reconnaissant pour cet acte de courage politique. Cette première constatation que nous devons relever se fonde sur une deuxième nécessité, celle des raisons profondes de notre rassemblement. Mais sans voiture, alors là... Qui ne se souvient de la triste histoire du jeune Abel qui nous a été rappelée ici même? Qui ne se souvient que depuis ce temps, l'humanité a gardé précieuse en elle la leçon qui fonde notre résurrection? Souvenez-vous, lorsque, avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent:
couchons-nous sur la terre et dormons. Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts, ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand, ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. Caïn tenta tout. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il chercha un asile sûr, la grève des mers, les tentes du désert, une barrière de bronze, une ville énorme et surhumaine, avec une enceinte de tours où l'on grava sur la porte « Défense à Dieu d'entrer ». L'œil n'avait toujours pas disparu. Alors le malheureux crut trouver la solution. « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Caïn dit « C'est bien ». Puis il descendit tout seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Cet œil de la conscience, pardonnez que je l'évoque pour résumer le cheminement de votre argumentation, d'une argumentation sans faille que vous avez construite en 30 années d'expérience, de patience et d'errements divers. Vous avez dit, et je le rappelle, l'argent ne peut plus être notre maître, tournant en effet le dos à notre histoire et à notre géographie, à nos arts, à notre habileté. Nous avions refusé notre croissance à partir de notre être et de nos ressources, préférant l'immédiat de quelques-uns au moyen terme de tous. Nous avions choisi d'élargir épisodiquement le petit cercle des privilégiés et continuons d'étouffer les énergies du plus grand nombre. L'argent, devenu notre maître, nous dicte toutes nos extravagances, toutes nos faiblesses, tous nos abus. À cause de l'argent qu'il nous faut à tout prix, nous nous mettons en danger de n'avoir plus de culture authentique, plus de liberté, plus de respect pour rien, plus de famille. Vérès et Catilina surgissent de partout et il n'est plus de Cicéron pour dénoncer les scandales qui s'accumulent. Néron, plus arrogant que jamais, s'est installé, ce qui veut dire l'heure des martyrs. Nous nous sommes donc retrouvés assassins de nos propres valeurs. Abel disparu, nous ne pouvions plus dormir. L'œil s'est allumé dans notre nuit de honte et nous a conduits à la conférence des forces vives de la nation. Vous avez dit, mesdames et messieurs, et je le rappelle, le pouvoir ne peut plus être confisqué par quelques-uns pour l'écrasement des autres. Oh, certes, toute société doit s'organiser autour de quelques idées fondamentales. Elle doit se donner des dirigeants pour le conduire et servir les intérêts généraux. Mais nous avons appris à nos dépens que tout pouvoir livré à lui-même devient fou. Nous avons appris que l'autorité se fonde sur la raison. Si tu commandes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. Parce que le pouvoir facile nous a tentés, parce que nous y tenions à tout prix, parce que sans lui, nous paraissions vides à nous-mêmes, nous n'avons rien épargné, violence de toutes sortes, torture, meurtres avoués ou non, pourvu que nous soyons sûrs que nous sommes seuls à bord et que nous rayons. Nous avions oublié que celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois et de leur donner, quand il lui plaît, de grandes et de terribles leçons. C'est ainsi qu'il instruit les princes, non seulement par des discours et des paroles,
mais encore par des effets et par des exemples. Là encore, l'œil de conscience s'est allumé et nous poursuit dans la tombe de nos épreuves. Vous me pardonnerez de ne plus rappeler dans tous les détails les souffrances que vous avez longuement décrites, depuis les enfants dans la rue, les femmes devenues nos choses, alors qu'elles sont nos mères et nos références de valeurs sûres, les travailleurs sans salaire et donc sans considération et sans avenir. Vous me pardonnerez de ne plus rappeler cela dans le détail puisque vous l'avez si bien dit et que chacun de nous en a eu le cœur bouleversé et l'esprit troublé au point que nous avons décidé de nous transformer en États généraux de la nation et de proclamer sans ambiguïté la souveraineté de notre rassemblement, la force exécutoire de nos décisions. Pourquoi cette révolution? Cette révolution est fondée sur la vérité qui suscite au plus timide front que son amour visite une sereine audace à l'épreuve de tout. Cette vérité est que nous avons eu mal. Un peuple qui a mal et qui le ressent est un peuple en voie de salut. Car seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme tout entier et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Vous vous attendez donc que je vous rappelle ici vos décisions essentielles en ce qui concerne la direction des affaires de l'État. D'abord, vous voulez désormais un État de droit dans lequel le pouvoir est service. Vous voulez que l'autorité soit recentrée en son sens essentiel à auctoritas, prendre les autres en charge pour les faire grandir. Vous voulez un État de droit où le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire soient clairement séparés. Et vous voulez une presse libre et responsable. Vous voulez aussi que puissent exprimer et fleurir des mouvements associatifs efficaces, des coopératives dynamiques et productrices de biens. Vous voulez que les hommes et les femmes de ce pays aient le droit absolu et inaliénable à mettre l'intelligence au centre de leur vie. Et vous avez bien voulu retenir ce mot d'un philosophe contemporain: quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. L'intelligence et l'imagination au pouvoir, vous avez résolu d'en faire désormais l'axe de notre organisation sociale et politique. Vous voulez que les libertés fondamentales soient garanties pour tous et que nul ne s'arroge le droit de chosifier l'autre et de le mettre à genoux. Notre peuple a souffert dans son histoire la tragédie de l'esclavage et de la condition servile. C'est donc par tragique inculture historique qu'aujourd'hui, avec l'aide de spécialistes qui ont fait leurs preuves, des nègres se retrouvent torturant et tuant d'autres nègres. C'est par tragique inculture historique que des gouvernements indépendants organisent eux-mêmes la dispersion de leur peuple à travers le monde, faisant de l'état de réfugié le moins anormal qui soit désormais en cet univers de violence et de haine. Ces décisions dans le domaine politique sont nombreuses. Les rapports, motions et résolutions seront tous retranscrits et publiés en temps opportun et urgent, dans leur intégralité. Mais, vous voulez que je vous rappelle l'essentiel. Nous avons décidé du changement. Nous aurons une nouvelle constitution à soumettre au référendum populaire dans les prochains mois. Cette constitution consacrera un régime entièrement démocratique pour un développement fondé sur le travail, la liberté et la solidarité. En attendant cette constitution et les élections législatives et présidentielles prévues pour janvier et février 1991,
une structure de transition a été mise en place. Sous votre autorité de chef d'État, Monsieur le Président Mathieu Kérékou, un gouvernement sera installé ayant à sa tête un Premier ministre. Nous avons unanimement désigné Nicéphore Soglo. Un homme s'est beaucoup donné pour la réussite de la conférence. Les importants résultats obtenus après 10 jours de travaux sont dus pour une très large part à l'action personnelle de Monseigneur Isidore de Souza. Le président du Présidium s'est plutôt réjoui de constater l'immensité du travail abattu par les conférenciers. Pour le prélat, la conférence nationale constitue désormais un acte historique inédit en Afrique. Où avons-nous encore jamais vu que dans une même salle se trouvent rassemblés les représentants, le Conseil exécutif national au complet, les membres de l'ANR, les forces armées, les représentants du pouvoir, les représentants du service administratif qui s'asseyent et qui s'attellent pour travailler à un changement progressif, passif, progressif et en douceur d'un régime à un autre. Je crois que c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de l'Afrique. Cela vaut la peine d'être relevé et d'en remercier Dieu. Je voudrais ensuite remercier mes collaborateurs. Voyez, tout à l'heure, on m'a donné la part du lion. J'aurais voulu que les motions qui ont été ici applaudies fussent adressées conjointement et collégialement, non seulement au président du Présidium, mais à tous les membres du Présidium. Merci à toute la conférence. Merci au docteur Zinsou qui a pris la parole au nom des anciens présidents pour nous féliciter, pour nous remercier et à mon tour, au nom de tout le Présidium que je remercie, notre remerciement à tous, car nous avons beau être ceux que nous sommes, nous avons beau essayer faire preuve d'imagination pour conduire les travaux, si vous aviez décidé à un moment donné de cette conférence de vous retirer, nous aurions été. Merci pour votre esprit de tolérance, malgré quelques écarts de langage que je vous pardonne, ou ceux qui en ont je prie ceux qui en ont été victimes de vous pardonner ou de nous pardonner. Merci d'être restés fidèles au poste depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit et même jusqu'au lever du matin. Merci à tous et je vous prie de vous applaudir. Mes remerciements aux responsables du PRPB. Vous allez ne soyez pas jaloux, n'est-ce pas? Mais souffrez que je les remercie. Pourquoi? De les remercier pour leur patience. De les remercier pour avoir accepté la règle du jeu. D'avoir accepté de se laisser quelquefois, justement ou injustement, de s'être laissé quelquefois traîner dans la boue. Ils n'ont rien dit. N'est-ce pas? Vous n'avez rien dit. Ou ils n'ont pas dit grand-chose. Et ils ont laissé les travaux se poursuivre. Et j'espère, et c'est cela ma conviction, qu'ils n'ont jamais été tentés d'aller voir le chef de l'État pour faire pression sur lui, pour faire échouer la conférence. Et de cela, je me dois de les remercier publiquement. Mais
Mais c'est en même temps une invitation que je leur adresse. La même attitude qu'ils ont gardée pendant cette conférence. Je vous en supplie, messieurs, et je vous en supplie, mesdames, je vous en supplie, gardez la même attitude et regardez uniquement la nécessité de la cohésion nationale pour que naisse le Bénin nouveau que nous appelons de tous nos voeux. Car toute tentative de votre part de faire échouer les décisions ou les motions ou les propositions de cette Assemblée, toute tentative de les faire échouer se retourne non pas seulement contre vous, mais également contre vos enfants, contre vos femmes, contre vos maris et contre la nation et plus loin contre toute l'Afrique. Je vous fais confiance parce que, a priori, je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à qui que ce soit. Je vous fais confiance et je demande au Seigneur de vous donner le courage, de vous donner la force de pouvoir rester dans cette ligne pour que notre Bénin puisse se relever, pour que notre Bénin puisse être vraiment la terre de la paix.